Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au capital investissement ou private equity. On a envie de se poser la question ensemble du fonctionnement de ce thématique d'investissement, de cette façon d'investir, étant donné que le capital investissement intéresse de plus en plus de particuliers. Pour vous donner quelques chiffres, sur l'année 2021, le private equity ou capital investissement affichait une collecte de 24,5 milliards d'euros, donc 24,5 milliards d'euros de capitaux levés. Et sur ces 24,5 milliards d'euros, près de 4,8 milliards d'euros provenaient de particuliers, alors de particuliers ou de fonds, ou en tout cas de family office, mais aussi de capitaux levés à travers des contrats d'assurance vie en unité de compte, à savoir ouverts à tous les épargnants. Une question qu'on a voulu se poser aujourd'hui dans Smart Patrimoine: que fait-on de cet argent une fois qu'il est investi sur des fonds de private equity? Et pour cela, nous avons invité deux experts du sujet pour en parler. Claire Chabrier, tout d'abord, présidente de France Invest. Bonjour Claire Chabrier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et à nos côtés également, Eddy Mizrahi, président de Apax Partners. Bonjour. Eddy Mizrahi. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau également. France Invest, donc l'association du private equity en France, tout simplement. Alors private equity, capital investissement, je rappelle que c'est la même chose pour ceux qui ne le savent pas. Et Apax Partners, donc fonds de capital investissement spécialisé dans tout ce qui est PME et ETI françaises essentiellement. Et européenne. Et européenne. On va voir avec vous dans un instant, Eddy Mizrahi, quels sont les choix d'investissement qu'on fait quand on décide d'aller ou non dans une entreprise. Tout d'abord, Claire Chabrier, quand on parle de capital investissement, en fait, ça recouvre des stratégies et des réalités qui sont très différentes et qui peuvent perdre d'ailleurs un petit peu l'épargnant, puisqu'on parle de capital risque, capital transmission, capital développement. Chacun de ces termes a d'ailleurs son pendant anglais qui est aussi largement utilisé, ce qui vient rajouter parfois un petit peu de flou sur le sujet. Quand en tant qu'épargnant, on décide d'aller sur du capital investissement, globalement, on s'expose à quel type de stratégie? Est-ce qu'il d'ailleurs, il faut y réfléchir quand on investit? Alors, on a de la chance, on a un métier qui est très concret. D'accord, oui. On investit dans les entreprises, ça c'est sûr. On peut facilement expliquer. Donc effectivement, on fait vraiment... Donc France Invest, on représente l'ensemble des acteurs du capital investissement. Donc c'est 400 adhérents chez France Invest et c'est 7400 entreprises accompagnées en France. Start-up, PME et ETI. D'accord. Donc vraiment toutes les tailles d'entreprises et dans l'ensemble du territoire français. Donc la caractéristique, je dirais, des investissements et pourquoi on rentre justement dans une entreprise, c'est d'accompagner des dirigeants, des entrepreneurs, à certains moments de croissance dans leur vie de leur entreprise. D'accord. Donc on peut accompagner des projets très innovants. Donc les fameuses start-up, où là, on décide finalement d'investir, de croire dans une idée, dans un projet qui peut-être demain sera disruptif et changera le monde. Donc là, on est au stade de l'idée. On est au stade de l'idée, de la preuve de concept, parfois très en avance, donc c'est ce qu'on appelle le early stage, mais ça peut être des entreprises effectivement qui ont 5-10 salariés, donc qui naissent à partir d'une idée qui peut être très disruptive au départ. Et qui ont besoin de capitaux pour développer l'entreprise. Exactement. C'est ce qu'on appelle le capital risque? C'est le capital risque. D'accord. Voilà, exactement. C'est le début de la vie finalement d'une entreprise. Ensuite, l'entreprise grandit, elle devient une PME, puis ensuite une ETI, et c'est dans ces moments-là, en fait, où on peut aussi intervenir, parce que quand ces entreprises grandissent, elles ont des moments d'accélération de croissance. Donc, par exemple, un développement, une acquisition, une entreprise française qui veut grandir au-delà de ses frontières et racheter un concurrent qui est un concurrent international, eh bien, c'est à ce moment-là aussi qu'on va intervenir, les acteurs du capital investissement, pour accompagner ces entreprises. Donc, bien sûr, en financement, mais pas uniquement. Parce que je crois que c'est ça, si on veut bien comprendre le métier qu'on fait, c'est la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est-à-dire notre expertise, notre expérience qu'on apporte aux entrepreneurs dans ces situations. On n'est pas que effectivement dans l'idée de financer effectivement une entreprise, mais dans l'accompagner sur la durée, avec quoi sur des notions de quoi, de stratégie du marché ou d'enjeux finalement qui peuvent toucher telle ou telle entreprise. Alors effectivement, on est des actionnaires professionnels, donc on accompagne les entreprises dans des durées qui vont de 5 à 7 ans, donc c'est du long terme dans cet accompagnement, et on va être là effectivement sur des réflexions stratégiques. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on consolide par exemple le marché, on va acheter tel concurrent, mais on va aussi accompagner les entreprises à se digitaliser.
Et croyez-moi que quand on a traversé la crise Covid, on était assez heureux dans nos portefeuilles d'avoir des entreprises qui étaient digitalisées parce qu'elles ont très bien résisté. Et aujourd'hui, on a d'autres enjeux, notamment la décarbonation, et d'accompagner ces entreprises sur ces sujets de transition environnementale. Ça, c'est un sujet dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Start-up, PME et ETI, et on fait aussi ce travail-là. Donc, j'allais vous poser la question sur les tendances avant de rentrer un peu plus dans le détail des choix d'investissement avec vous, Eddy Mizrahi. Donc là, ce que vous me dites, c'est que les deux grandes tendances finalement qu'on voit sur les marchés financiers ou autres se retrouvent dans le private equity, à savoir la digitalisation des entreprises et la décarbonation de l'activité. Quand un fonds d'investissement, de capital investissement, va voir une entreprise pour y investir, le sujet de décarbonation de l'activité est aussi un sujet, même si j'ai envie de dire, la discussion est plus confidentielle, donc on pourrait se dire qu'il y a moins de risques réputationnels que sur un marché financier. Non, ça reste quand même un sujet. C'est un sujet majeur aujourd'hui. Vous savez, on investit dans tous les secteurs. On a parlé des tailles d'entreprises qu'on accompagnait, mais on investit aussi dans des secteurs très différents, puisqu'on investit dans l'industrie, il ne faut pas l'oublier, les biens de consommation, la santé, mais aussi le numérique. Quelle que soit la taille des entreprises et quel que soit leur secteur, elles sont toutes concernées par ce sujet-là. Et nous, c'est très concret ce qu'on fait. Quand on rentre dans une entreprise, on va essayer de comprendre où elle en est sur ce sujet-là. Il n'y a pas de bons élèves ou de mauvais élèves, en fait. On regarde la situation de départ et notre job, c'est de mettre en place, en fait, un plan de transformation et de le suivre année après année pour s'assurer que la société va progresser pendant la durée de notre accompagnement. Avec, j'imagine, quand même des objectifs... C'est quoi? C'est une intégration du risque environnemental dans la stratégie de l'entreprise. C'est si vous n'êtes pas prêt, globalement, vous serez pas, l'activité ne sera pas pérenne sur le long terme. Oui. Alors aujourd'hui, c'est un sujet, les sujets ESG. Je pense que la gouvernance, nous, c'est intrinsèque à notre métier. Mais si on parle du E et du S, donc des sujets climat et des sujets sociétaux, ça va être de se poser les questions de ce diagnostic où on en est et de se dire, effectivement, si la société n'est pas sur un chemin de progression, quel que soit son niveau de départ, on aura un sujet dans quelques années. Et la société, je dirais que c'est un sujet à 360 aujourd'hui pour les entreprises, par rapport à leurs salariés, par rapport à leurs clients donneurs d'ordre, par rapport aux consommateurs qui sont aussi très en attente sur ces sujets-là. Donc oui, si l'entreprise n'a pas mis en place ce plan d'action très concret, ça sera compliqué pour elle en termes de prise de part de marché, en termes d'attractivité dans 5 à 7 ans. Et Eddy Mizrahi, à la lumière de ce que vient de nous dire Claire, donc Apax Partners a investi, donc on l'a dit, principalement dans des PME et ETI françaises et européennes. Quand on décide d'aller quand on décide d'investir dans telle ou telle entreprise, après on se posera la question de l'accompagnement de celles dans lesquelles on investit déjà. Quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui? Alors en fait, moi je ne peux parler que de la stratégie d'investissement d'Apax. Bien sûr. Mais comme vient de l'expliquer Claire, je crois qu'aujourd'hui on a 400 membres à peu près actifs chez France Invest. Donc vous avez 400 sociétés de gestion qui ont toutes des stratégies d'investissement, on va dire, différentes ou différenciées. Donc, chez Apax, on a choisi d'être dans le segment du capital transmission. Donc, on achète en priori une majorité du capital d'une entreprise à son fondateur ou à ses dirigeants, à ses actionnaire. Et on va aider cette entreprise à se développer. Je crois que c'est vraiment le concept de base, c'est on est là pour développer l'entreprise parce que on doit rendre un rendement financier à nos investisseurs. Bien sûr. Et donc, le meilleur moyen de générer ce rendement financier, c'est de développer l'entreprise. Donc, chez Apax, c'est très simple. On cherche, moi, j'ai tendance à dire qu'on cherche de très, très belles entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont en croissance, dans un marché en forte croissance. Et elles ont une très bonne équipe de management à leur tête. Elles ont un produit ou un service très différenciés et elles ont surtout une vision très claire de là où elles veulent aller pour les 5-7 prochaines années. Alors, ma question va vous faire sourire, mais c'est une idée reçue. Si on est sur une entreprise rentable en croissance, sur un marché en croissance avec un bon management, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un fonds et de financement supplémentaire? Alors, il ne s'agit pas forcément de financement supplémentaire, c'est que vous avez des actionnaires qui souhaitent céder leur entreprise. D'accord. Parfois, ce sont les dirigeants eux-mêmes. Donc, on est là pour la racheter, évidemment. D'accord, pour offrir une deuxième vie à l'entreprise, d'accord. Absolument. Et dans le financement de l'opération, on prévoit évidemment
des capitaux propres ou de la dette parfois, qui vont permettre d'assurer ce plan de financement, ce plan de croissance. C'est tout bête. C'est tout bête. Et donc, en fait, effectivement, il faut préciser que cette stratégie de capital transmission, en fait, ça vient assurer la continuité de la vie de l'entreprise quand les actionnaires ou l'actionnaire majoritaire décident que c'est peut-être la fin de son parcours à lui et qu'il faut faire ça de manière progressive. Absolument. Et donc, comment on le fait? Alors, ça, ce sont des critères, mais il y a beaucoup d'autres critères. Bien sûr, oui. Vous pouvez l'imaginer. Je crois que c'est probablement ce qui fait la plus grande différence entre le côté et le non-côté, c'est que nous, on passe des mois à décortiquer l'entreprise. Des audits, des études de marché, on fait travailler beaucoup de consultants sur tous ces domaines. Quand on achète une action cotée, on ne sait rien, quasiment, à part ce qui est public sur l'entreprise. Bien sûr, oui. Donc, on passe énormément de temps en due diligence pour se conforter avec... je dirais, ce qu'on appelle, nous, notre thèse d'investissement. C'est-à-dire, on fait l'hypothèse que voilà comment on voit l'entreprise se développer, puis ensuite, on vérifie qu'elle a bien tout ce qu'il faut pour y arriver. Et parfois, il manque des petites choses et on les rajoute en cours de route. Des petites choses, ça peut être un renforcement de l'équipe de direction. Prenez une PME française qui veut s'internationaliser, personne n'a d'expérience internationale dans l'équipe de management, eh bien on va l'aider à recruter les bonnes personnes pour qu'elles puissent se développer à l'international, par exemple. Et alors, si je reprends les deux exemples évoqués avec Claire Chabrier, qui est celui de la digitalisation ou de la prise en compte de l'impact environnemental des sociétés, là aussi, c'est des sujets sur lesquels vous pouvez dire, là, attention, il y a un retard sur ce sujet-là, ou au contraire, le fait que vous soyez suffisamment en avance sur ce sujet-là est un argument en plus pour la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise. Alors, sur le digital, les choses ont beaucoup évolué parce que Apax a été vraiment un des pionniers dans ce domaine. On a commencé à faire leur transformation digitale à nos entreprises en 2013-2014. D'accord. À l'époque, c'était quand même très innovant. Et le digital lui-même a évolué. À l'époque, faire la transformation digitale d'une entreprise, d'abord, il fallait convaincre le dirigeant. Beaucoup de dirigeants nous disaient « Non, moi, je ne peux pas être ubérisé, ça ne peut pas m'arriver. » Ils tiennent le même discours aujourd'hui ? Plus du tout. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et comme l'a rappelé Claire, la crise du Covid a remis les pendules à l'heure, oui, si je puis dire. Aujourd'hui, on ne parle plus des mêmes thèmes. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'utilisation des données. Le digital, c'est sans fin. Donc... bien sûr, quand on regarde une entreprise, on va regarder quel est son degré de développement en digital et surtout, comment ça se compare à ses concurrents et qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un avantage compétitif pour cette entreprise à travers cela. Et bien sûr, comme le rappelait Claire, c'est pareil aujourd'hui sur les sujets ESG. Apax a signé les PRI en 2011, donc là aussi on a 10 ans d'expérience dans ce domaine. Mais quelque chose que Claire n'a pas mentionné, c'est que quand elle disait toutes les entreprises sont concernées, c'est vrai, mais on a aujourd'hui une contrainte réglementaire colossale qui nous est imposée à travers la réglementation SFDR, qui de facto oblige les fonds à faire de l'ESG. Alors, quand je veux dire, et en particulier le E aujourd'hui, donc même si une entreprise a une empreinte carbone marginale, une entreprise de 10 salariés, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Oui. Eh bien, elle est concernée. Elle est concernée et on va être obligé, en tant que gestionnaire de fonds, de mesurer leur empreinte carbone et de les faire converger vers un net zéro à une certaine échéance. Donc, on mesure et on s'assure que l'entreprise prend des mesures pour faire baisser son empreinte carbone. Alors, ce sera le mot de la fin de cette émission pour essayer de vous faire comprendre effectivement comment fonctionne le private equity. Juste une toute petite dernière question pour vous, Claire Chabrier, très rapidement. Là, on a effectivement parlé des choix d'investissement dans une entreprise. Un fonds de capital investissement, aujourd'hui, c'est combien d'entreprises en moyenne ? C'est possible de donner un montant ou ça dépend vraiment des stratégies ? Ça dépend, mais je dirais que c'est un fonds, c'est une quinzaine d'entreprises. D'accord. En moyenne. Une quinzaine d'entreprises, donc avec ensuite des stratégies d'investissement ou des choix d'investissement. Mais ce dont on a parlé avec vous, Eddy Mizrahi, on le multiplie par 15 effectivement dans un fonds avec des niveaux de risque et de stratégies différentes inhérentes à chaque entreprise. Merci beaucoup Claire Chabrier, présidente de France Invest. Merci Eddy Mizrahi, président de Apax Partners. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.